Donc nous allons reprendre nos travaux avec Mathieu Touzel-Divina puis Roland de Trolu. Donc, et comme je le disais juste avant la pause, donc il est important désormais bien de s'intéresser à la question des inégalités, des distinctions et des fonctions sociales. Et avec Mathieu Touzel-Divina qui représente à lui seul 3 personnes. Donc c'est un texte écrit à 6 mains. Donc c'est un texte dont il va porter la parole, qui a été écrit avec 2 autres collègues, donc, et qui matérialise le décloisonnement du droit entre publicistes et privatistes, en tout cas parmi les rédacteurs. Donc il faut dire que Mathieu Touzel-Divina est professeur de droit public à l'Université de Toulouse et qu'il est aussi président d'une association dont nous parlions tout à l'heure, qui est le Collectif pour l'unité du droit, et qui justement cherche en permanence à faire des ponts, à créer des liens, à démontrer justement qu'il faut dépasser les distinctions droit public, droit privé, ce qui ne veut pas dire que le droit public et le droit privé n'ont pas un intérêt en eux-mêmes, ils doivent collaborer de concert, ils doivent en permanence savoir dialoguer. Il y a un dialogue des juges, il faut un dialogue des droits. Et donc je cède de ce pas la parole à Mathieu pour une communication sur inégalité sociale et services publics. Il faut toujours réfléchir évidemment à la question de la jeunesse. On l'a bien entendu tout au long de cette journée. La jeunesse, c'est aussi la question des hommes et des femmes de ce pays. Et nous aborderons ensuite la question de la condition féminine. Mais penser les inégalités, c'est penser aussi à l'échelle d'un territoire, la territorialisation du droit, et c'est penser à l'échelle d'un territoire la place du et des services publics. Merci beaucoup Florence. Ça fait longtemps que j'avais pas commencé une contribution avec quelqu'un disant place à la jeunesse, donc ça fait du bien. Je voudrais évidemment commencer en remerciant au nom du collectif L'Unité du droit et des 3 co-auteurs de cette contribution que je représente aujourd'hui, remercier celles et ceux qui nous accueillent et évidemment au premier rang de ceux-ci, Florence Fabron. Le collectif L'Unité du droit va donc publier les actes de ce colloque et j'en suis très heureux. J'en suis très heureux et si je suis heureux, c'est aussi à titre personnel, je ne vous le cacherai pas, à titre personnel parce que j'ai réalisé, grâce à toi Florence, un rêve que je cherchais à réaliser depuis longtemps, aller sur la terre où une certaine Clémence Louise Michel avait posé les pieds, et dans des conditions qui étaient beaucoup moins agréables que les miennes. Et c'est vraiment pour moi un bonheur que d'être ici. C'est sur la terre de Nouvelle-Calédonie que la communeuse, comme elle aimait à s'appeler, s'est convertie à la cause anarchiste. C'est en Nouvelle-Calédonie qu'elle a pris la cause des Kanaks. C'est en Nouvelle-Calédonie que la Vierge Rouge a refusé d'avoir un traitement qu'elle qualifiait elle-même d'inégal, inégal au sein du service public pénitentiaire, parce qu'il impose un traitement différencié en fonction des hommes et des femmes. C'est en Nouvelle-Calédonie que Louise Michel participe comme collaboratrice au service public de l'instruction publique, en y offrant ses qualités d'institutrice. Dans quel but ? Celui de combattre les inégalités sociales que matérialise l'illettrisme. C'est ici, enfin, en Nouvelle-Calédonie, que Louise Michel commence à penser l'ouvrage qu'elle fera paraître en métropole dès 1880 en feuilleton, puis en 1882 de façon rassemblée, La misère, misère dont l'objet premier est précisément l'inégalité sociale. Dans ses mémoires, Louise Michel écrit « Toutes les inégalités tomberont du même coup quand hommes et femmes donneront pour la lutte décisive. » Alors après cet hommage appuyé à Louise Michel, je vais donc vous parler d'inégalité sociale et de service public. Par inégalité sociale, j'entendrai, ou nous entendrons, puisque je parle au nom de 3 personnes, les différences d'accès aux prestations de services publics en fonction de questions dites sociales ou de critères dits sociaux que nous envisageons sous 3 angles, économiques, citoyens et territoriaux. Quant à la notion de service public,
eh bien, je ne prendrai pas le temps qui m'est imparti pour la définir, parce que je n'aurai pas assez de temps pour la définir, et je me contenterai donc de dire qu'on ne peut pas la définir, mais que sans pouvoir la définir, on peut au moins l'identifier, parce qu'on sait tous à peu près identifier un service public, non pas par des critères, mais bien par des indices. Ce sont les indices classiques, organiques, matériels et fonctionnels, et je rejoins ici évidemment la doctrine du professeur Rial lorsqu'il explique que le service public est évidemment une notion valise, c'est-à-dire une notion dans laquelle on peut tout mettre, puisque à l'intérieur du service public, il y a tout ce que la puissance publique appelle être un service public, et service public, ce que la puissance publique déclare être un service public. Or, quel est l'objectif du service public ? Eh bien, si je prends cette fois-ci une optique duguiste, et influencée et nourrie par Durkheim notamment, le service public a vocation première à répondre à l'interdépendance sociale qu'il sert. Le service public est créé pour répondre à l'interdépendance sociale, c'est sa raison d'être. Partant, le service public a pour objet d'assurer l'égalité sociale. Égalité qui se matérialise en une égalité d'accès aux services, une égalité entre les agents, une égalité entre les fournisseurs, etc. On arrive alors à un paradoxe ou à un non-sens, puisque l'idée même de confronter les inégalités sociales au service public devrait en théorie être un non-sens absolu, un paradoxe impossible, puisque l'objet même du service public, c'est l'égalité. Et donc normalement, il ne devrait pas y avoir de lien entre inégalité sociale et service public, sauf évidemment à considérer que l'objet du service public, ce qui sera mon cas, c'est d'éviter les inégalités sociales, c'est de les réparer. L'inégalité sociale est donc a priori antonyme de la notion de service public, et pourtant, il arrive que des services publics produisent, ou en tout cas luttent, contre un certain nombre d'inégalités. J'y reviendrai. Pour comprendre tout ça, il faut avoir en tête la force du fait social. En effet, la question de la prise en compte et de la réduction des inégalités sociales trouve une réponse, ou doit trouver selon nous une réponse, dans la théorie du service public. Pourquoi ? Parce qu'il naît toujours entre les membres du groupe une solidarité, que ce soit une solidarité de fait, on l'a entendu tout à l'heure avec les exemples qui nous ont été donnés, ou une solidarité de droit, comme elle existe au sein du service public. Duguy nous dit « L'homme isolé n'existe pas, l'homme est encadré dans des groupes plus ou moins cohérents, plus ou moins étendus, la famille, la cité, la nation, la classe professionnelle tendant aujourd'hui à s'organiser en syndicats. » Et le problème, c'est qu'un certain nombre de juristes ont ignoré cette solidarité, ont ignoré ce groupe, et se sont davantage focalisés sur le subjectivisme, c'est-à-dire sur l'individu. L'intérêt du service public, selon nous, c'est qu'il ne met pas en avant l'individu, même s'il répond à certains individus par un certain nombre de prestations individualisées. S'il le fait, c'est dans un intérêt de groupe, dans un intérêt de solidarité et de société. C'est ce fait social qui va faire naître la solidarité, cette interdépendance sociale à laquelle le service public répond. Néanmoins, cette solidarité, elle n'est pas comparable, ou en tout cas, elle n'est pas identique à l'ancienne charité chrétienne. En effet, la charité, c'est un devoir moral, la réponse du service public, c'est un fait, et on peut même aller jusqu'à dire que c'est une obligation, et c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure également. Alors, pour traiter de ce rapport entre service public et inégalité sociale, on partira donc du principe que le service public n'est légitime que précisément parce qu'il réalise l'égalité, la solidarité. Toutefois, il y a deux difficultés qui se sont présentées à nous. Première difficulté, le service public, ça n'est pas, heureusement, qu'une notion théorique ou politique, c'est une réalité. Et le problème, c'est que parfois, une fois que la notion a été posée, eh bien, un certain nombre de personnes, d'administrateurs ou de politiques, oublient qu'il y a des conséquences juridiques une fois que la notion juridique a été posée. Or, lorsque l'on pose la notion de service public, eh bien, il y a des conséquences, et ces conséquences, il faut les assumer.
Parmi les conséquences, il y a évidemment les 4 lois qu'on appelle les lois de Roland. Alors généralement, on en connaît surtout 3, la mutabilité, l'égalité et la continuité, mais il y en a une 4e de fait, nous explique Louis Roland, c'est la loi de rattachement organique, puisque Louis Roland expliquait que s'il y a un service public, il y a nécessairement une puissance publique derrière, et s'il n'y a pas la puissance publique, ça n'est pas un service public. Première difficulté donc, c'est que de plus en plus, ou parfois, on a des services publics identifiés comme services publics, mais on n'a pas toutes les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'application de tous ces principes communs. Et puis, deuxième difficulté, mais elle est en fait beaucoup plus grande que la première, c'est qu'il n'existe pas, outre les 4 lois de Roland que je viens de rappeler, outre les 4 principes communs à tout service public, il n'y a pas beaucoup d'unité au sein de tous les services publics. Il aurait peut-être été préférable de ne choisir qu'un seul service public pour essayer de le confronter à la question des inégalités sociales, mais malheureusement, si l'on parle du service public au sens large, au sens théorique, eh bien on est assez embarrassé parce que chaque service public a ses propres règles et est difficilement comparable avec les autres, à l'exception peut-être des 4 lois de Roland dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, si vous prenez le service public médical, le service public funéraire, le service public footballistique, le service public postal, le service public de l'opéra, le service public des transports, eh bien on voit bien qu'il y a beaucoup plus de différences parfois qu'il n'y a d'unité, parce qu'il est très compliqué, concrètement, de faire une application d'un même régime à, par exemple, une activité industrielle et commerciale et une activité culturelle ou, par exemple, une activité médicale. Néanmoins, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec tout ça et de voir comment le service public peut transcender les inégalités sociales. Et pour ce faire, je prendrai 3 exemples rapides. Des inégalités sociales économiques, les inégalités sociales citoyennes et les inégalités sociales territoriales. Le service public a pour mission de transcender les inégalités sociales économiques. On le sait, certaines prestations de services publics ne sont pas accessibles, malgré les efforts, malgré tout ce qui peut être fait par la puissance publique. Il arrive que certaines prestations ne soient pas accessibles à tous. Et de fait, puisque le service public n'est pas régi par le principe de gratuité, eh bien, même lorsqu'il faut symboliquement, par exemple pour accéder à l'université, ou au prix du service, c'est-à-dire pas un prix plus fort que le service, par exemple pour l'énergie électrique, eh bien, certains ne peuvent pas s'acquitter d'une redevance ou d'une participation d'un prix. On le sait, cet état de fait pose, dès le début, une première inégalité, puisque le service public n'est pas accessible à chacun, à chacune. En outre, il y a un certain nombre de services publics qui comptent différentes catégories, différentes classes de services en fonction du prix payé. Si on regarde le service public funéraire notamment, qui s'applique sur une domanialité publique, eh bien vous avez la possibilité, selon le prix que vous allez payer, d'avoir une prestation qui est différente selon le prix que vous allez donner. En premier état des lieux, le service public ne réalise pas toujours l'interdépendance ou l'égalité sociale, et il se laisse dominer par une inégalité ou par une réalité économique. Le droit, le service public, cède dans un premier temps devant les faits. Devant les faits, mais aussi devant les droits, et notamment le droit européen, qui considère désormais que quasiment toute activité doit être appréhendée à l'instar d'une action économique d'entreprise. C'est notre premier constat. Il arrive malheureusement, mais heureusement pour certains, que le droit cède devant l'économie. Le nombre de services publics qui cèdent devant l'économie est assez grand. On peut en faire un certain nombre de comptes. Et si l'on regarde les études qui ont été faites récemment par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, eh bien on se rend compte dans tous les rapports qui sont sortis à partir de l'été dernier jusqu'à aujourd'hui, et il va encore en sortir quelques-uns sur l'outre-mer en particulier, eh bien on se rend compte que les services publics qui sont mis en avant ont particulièrement des difficultés, ont de nombreuses difficultés, et une domination de ces faits et de l'économie qui tient à l'écart les plus pauvres, particulièrement en Outre-mer, et particulièrement dans le service public national de la justice,
J'y reviendrai tout à l'heure. Pour lutter contre ces évidentes inégalités économiques factuelles qui s'imposent aux services publics, eh bien, la puissance publique a la possibilité, c'est une possibilité, elle ne le fait pas toujours, elle ne le fait pas forcément, elle a la possibilité, sous des conditions qui sont désormais bien balisées par les juridictions constitutionnelles et administratives, eh bien, de créer des inégalités juridiques, donc des discriminations, dans le but de lutter contre des inégalités sociales, économiques, estimées choquantes. Et là règne la solidarité juridique, solidarité qui va impliquer que le service soit plus accessible à celles et à ceux qui, économiquement, ne le peuvent pas. Il en va ainsi, par exemple, dans l'université, où on va attribuer, par exemple, des bourses aux étudiantes et aux étudiants les moins favorisés. Dans ces hypothèses, la puissance publique promeut, dans les services publics, des inégalités juridiques contre l'inégalité économique. Et on retrouve ici, c'est ce que mettait en avant ce matin Michel Borgetto, toutes les jurisprudences bien connues du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, où le juge nous précise que si, au nom de l'intérêt général qui le justifiera, s'il y a une différence concrète, objective, identifiable entre deux situations, eh bien, il sera possible de créer un traitement différencié en fonction de critères concrets, le quotient familial, les revenus d'un ménage, un plafond, un plancher d'imposition. Se matérialise donc ici une obligation de solidarité, et on sait que cette obligation de solidarité, elle vaut pour tout type de services publics, administratifs, industriels et commerciaux, et même services publics facultatifs. C'est ce que rappelle l'article 147 de la loi du 29 juillet 1998, qui a été pris après la jurisprudence commune de Nanterre, et qui précise « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, les droits les plus élevés, etc. etc. » Vous voyez bien qu'il s'agit ici d'une possibilité. Les tarifs peuvent être fixés en fonction du niveau des revenus. C'est ici donc le devoir de solidarité qui se matérialise, et ce devoir de solidarité se matérialise généralement au niveau de la collectivité, au niveau du territoire local, rarement au niveau national. Il y a peu de services publics nationaux, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu qui mettent en avant directement ces possibilités de discrimination. C'est le cas par exemple en matière d'accès à l'eau, avec la loi Brottes, 15 avril 2013, où l'on prévoit, pour les personnes en situation de particulière vulnérabilité, un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. C'est le cas aussi pour les transports urbains, où la loi impose également une telle tarification à l'article L 1113-1 du Code des transports, qui précise bien que la réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager, ce qui nous montre bien qu'ici, le critère, il est économique et il n'est pas territorial. Deuxième aspect, le service public a pour mission de transcender les inégalités sociales citoyennes. Les services publics permettent, ou espèrent permettre, une redistribution des propriétés industrielles et territoriales entre les individus d'une société. De ce point de vue, ils peuvent apparaître comme une propriété sociale. De fait, les services publics n'existent que parce qu'il y a toujours des inégalités. Mais il ne suffit pas de créer des services publics pour que les inégalités cessent. Il faut que les services publics mettent en avant le principe d'égalité et surtout que par leur mode de fonctionnement également, il y ait une mise en avant de cette rupture des inégalités. Et c'est là qu'apparaît la question de la protection sociale. Parce que la protection sociale, ça n'est pas que la solidarité des uns et des autres et la possibilité de faire bénéficier à certains de droits et d'éléments dont ils ne pourraient a priori bénéficier seuls. C'est évidemment ce que pensaient les pères fondateurs de la sécurité sociale, Croizat et Larocque. Mais cette sécurité sociale, elle va se matérialiser par un certain nombre de services publics, dont le but, c'est de prémunir les travailleurs contre le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Mais outre ce premier but, il y a un deuxième but. Et ce deuxième but, c'est de permettre que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion
des entreprises. Autrement dit, il y a un deuxième objectif, et ce deuxième objectif, c'est celui de la participation, car la protection sociale implique également que les travailleurs participent à ce pouvoir de gestion, qu'ils participent eux-mêmes au service public qui leur était au premier chef destiné. Alors c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui la démocratie administrative ou participative. C'est par exemple les associations familiales qui, au sein des caisses des affaires familiales, vont pouvoir participer à un certain nombre d'éléments. C'est les parents d'élèves dans les écoles, les étudiants dans les universités, les patients dans les hôpitaux, etc. Alors ce principe de participation est de plus en plus reconnu et il a un but clair en matière d'inégalité sociale. Ce but clair, il est d'atténuer le clivage qu'il y a entre les gouvernants d'une part et les gouvernés d'une part. Et là, on a une inégalité sociale forte, celle qui sépare les gouvernants des gouvernés, et en mettant en avant le principe de participation, eh bien, nécessairement, on essaie de lutter contre cette autre inégalité sociale. L'usager du service public va alors apparaître comme un citoyen avec des droits, et parmi ces droits, celui de participer à la gestion du service public dont il est question, ce qui peut se traduire par un simple droit à l'information, voire un droit à la consultation, et pourquoi pas à la participation, comme s'il rejoignait le statut des administrateurs. Bref, on touche ici à un élément dont on a parlé dès le début du colloque, la participation au pouvoir. Cette participation au pouvoir, elle implique aussi que l'on puisse réfléchir ensemble à la troisième des missions qu'a le service public pour transcender les inégalités sociales territoriales. La France est bâtie, on le sait, malgré la décentralisation, sur un principe d'unité, et de ce principe d'unité, on le sait également, tous les territoires ne sont pas égaux, il y a une inégalité territoriale évidente, et le service public apparaît dans cette situation d'inégalité territoriale, et bien justement comme un régulateur de ces inégalités. C'est là encore par et grâce au service public que les autorités publiques peuvent être susceptibles de rééquilibrer des inégalités territoriales en prenant en compte évidemment des services publics nationaux, mais aussi des services publics locaux. Une collectivité territoriale a la possibilité, ça n'est là encore qu'une possibilité, de prendre en charge, sous forme d'un service public local, eh bien, un certain nombre de solidarités locales. Pour ce faire, elle doit évidemment ne pas concurrencer l'initiative privée, et c'est au travers de ces services publics que certaines collectivités vont essayer de lutter contre les inégalités sociales. Mais on le sait, vivre à Paris ou vivre à Durcé dans l'Orne de 122 habitants, ça n'est pas la même chose. Vivre dans tel quartier d'une ville ou dans tel autre, ça n'est évidemment pas la même chose. Vivre au nord de la Nouvelle-Calédonie ou au sud, ça n'est pas non plus la même chose. Et ces inégalités territoriales, elles sont généralement accompagnées d'inégalités sociales et elles sont souvent même le ferment de ces inégalités sociales. Et pour ce faire, l'un des moyens de lutte pourrait être, devrait être, et juridiquement, le service public. Alors on peut l'activer, on peut le réactiver, et puis quand on est citoyen, normalement, on doit avoir la possibilité d'aller dire à celles et ceux qui sont à la tête des services publics que puisqu'il y a service public, il y a nécessairement une égalité d'accès, et ce, quel que soit le territoire. Et donc il y a normalement une possibilité de demander, parce qu'il faut oser demander, un certain nombre d'éléments. On se rend compte en ce sens par de multiples exemples très simples, comme les fermetures de maternités par exemple, les épiceries rurales dans des quartiers qui sont devenus, ou dans des communes rurales dans lesquelles il n'y a plus rien. On se rend compte assez facilement qu'évidemment, accéder à un service public n'est évidemment pas la même chose en fonction du lieu géographique où on se trouve. Si on prend l'exemple de l'Opéra national de Paris, il est par définition, c'est sa mission, accessible à tout citoyen français. Et il va sans dire que si vous habitez Nouméa, arriver à l'Opéra national de Paris vous prend ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de temps et d'argent que si vous habitiez même Toulouse, pour lequel c'est déjà plus simple. Et là, on a des évidences concrètes, territoriales, pour lesquelles, évidemment, il faut faire quelque chose. Le maintien des services publics en milieu rural, et notamment en Outre-mer, est donc
très clairement l'une des clés, à mes yeux, à nos yeux, pour lutter contre les inégalités sociales et pour mettre en œuvre cette fameuse solidarité. Le but, c'est d'éviter l'isolement des territoires, c'est d'éviter l'atomisation du lien social et le désordre social. En outre, tout ceci se passe dans un cadre qui n'est pas que le cadre national, mais qui est aussi le cadre européen, puisque le service public est aussi, sur certains aspects, lorsqu'il est notamment en réseau, un service universel. Et donc, ceci doit être également mis en rapport et quelquefois en concurrence avec les autres pays de l'Union européenne. Et puis, évidemment, pour terminer, deux mots. Un premier, pour faire un constat que nous faisons tous, c'est celui d'une exception ou d'exception au pluriel ultramarine. On voit bien que l'outre-mer doit faire face à une inégalité géographique importante du fait de l'éloignement des centres de décision parisiens. Et cette inégalité géographique, elle doit répondre à des besoins spécifiques qui ne sont pas liés qu'à l'éloignement territorial. Et c'est la raison pour laquelle la loi qu'on a citée ce matin, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en Outre-mer, a essayé de mettre en avant un droit non pas à l'égalité, mais un droit à l'égalité réelle. Sauf que les différents rapports dont je vous parlais tout à l'heure de la CNCDH ont déjà mis en avant que cette égalité réelle, eh bien, ça ne marchait pas comme on l'avait espéré, et que concrètement, c'était plutôt une égalité proclamée qu'une égalité concrète. C'était loin d'être une égalité réelle. Et donc, même pas un an après la loi en question, on a déjà toute une série de personnes qui mettent en avant le fait qu'il faut absolument activer réellement cette loi d'égalité réelle, parce que ça ne suffira pas. En tout cas, ce que l'on a mis sur la table aujourd'hui pour parvenir à l'égalité réelle en Outre-mer ne réussira pas toute seule. Et évidemment, pour terminer, il fallait que cette contribution collective redonne la parole à Louise Michel dans sa défense de l'égalité mêlée à la liberté, c'est-à-dire jumelant les préoccupations individuelles et l'objectif de solidarité. Je la cite: « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. » Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cet hommage à Louise Michel, qui fait une transition idéale pour la condition féminine. Mais avant de passer la parole à Rolande Trolu, effectivement, on voit bien comme le service public est au service de l'égalité sociale. Il est l'expression, nous a rappelé Mathieu Touzel-Divina, d'une interdépendance sociale capable de transcender les inégalités sociales. Mais les services publics, comme le droit, ne sont que ce que nous souhaitons en faire et ce que nous en faisons au quotidien. Donc, il peut y avoir toujours une très belle boîte à outils. Il peut y avoir des services publics, ils peuvent même briller dans le noir. Mais si nous ne sommes pas capables de leur donner du contenu, eh bien finalement ils ne brilleront que pour quelques-uns et certainement pas pour chacun d'entre nous. Et ils risquent fort peut-être de briller parfois un peu moins encore pour les femmes. Donc en tout cas, il est vrai qu'il est important d'organiser des solidarités juridiques. Il est important de répondre aux conséquences sociales génératrices d'inégalités. Ces conséquences sociales, on cherche à y répondre par les services publics et parfois, eh bien, factuellement et juridiquement, les femmes peuvent se retrouver dans des difficultés accrues et les femmes de Nouvelle-Calédonie peuvent se retrouver dans des difficultés particulières. Les inégalités sont de toutes parts, mais les femmes sont dans une situation qui mérite particulièrement l'attention, alors qu'on nous a présenté Louise Michel en allant sur ses pas. Mais Louise Michel, c'est aussi le service public pénitentiaire, c'est aussi le service public de l'instruction. Louise Michel, c'est une femme qui réclamait des droits et de la liberté pour tous. Et je cède immédiatement la parole à Rolande Trolu, qui est collaboratrice du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la condition féminine. Donc, je
vous laisse nous présenter justement eh bien, la condition féminine et les inégalités sociales. Merci d'être là. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc avant de commencer mon exposé, au nom du cabinet de Madame Dewi Gorodé, membre en charge de la culture, de la citoyenneté et de la condition féminine, vous remercier donc Madame Fabron, remercier Monsieur Léon Wamitan et Madame Ilaïssa Laouvea pour cette invitation. Donc vous avez souhaité donc que l'on vienne parler, donc je suis là donc au titre du cabinet des inégalités sociales et de la condition féminine. Alors pour mon exposé, je me suis appuyée sur cette définition très simple. Les inégalités sociales désignent les traitements différents qui peuvent avantager une classe sociale, un groupe ou un individu par rapport à d'autres et qui établissent des hiérarchies sociales. Les inégalités économiques, politiques, culturelles font partie des inégalités sociales. Aucun pays n'est épargné par les inégalités sociales et chacun œuvre par le biais du droit et des politiques publiques à les corriger, voire à les éradiquer, car elles peuvent avoir des conséquences dangereuses pour la paix sociale. La condition féminine décrit la position des femmes dans l'organisation sociale et s'intéresse à toutes les questions concernant les femmes et le développement, dans tous ses aspects, économiques, juridiques, social, culturels et politiques. Sur le plan international, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, estime que les femmes sont en général plus durement touchées que les hommes par les problèmes de développement, en se basant sur les deux indices composites du développement humain. L'indicateur sexo-spécifique de développement humain, ISDH, et l'indicateur de la participation des femmes au processus de décision économique. En droit, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes combat la discrimination fondée sur le sexe. Car bien que cette discrimination soit illégale, de nombreux pays se fondant sur des us et coutumes continuent à les entretenir. Il convient de souligner que c'est la lutte permanente menée par les femmes, tant au niveau national qu'international, qui a permis un réel progrès vers l'élimination de ces inégalités hommes-femmes. La 4e conférence mondiale des femmes des Nations Unies, qui s'est tenue à Beijing en 1995, a reconnu que l'égalité de participation aux prises de décision à tous les niveaux de la société, institutionnelle, civile et privée, n'était pas seulement une question de justice et démocratie, mais que sans une participation active des femmes, les objectifs d'égalité, de développement et de paix sont impossibles à réaliser. Après cette brève introduction générale, mon sujet me conduit à me limiter aux inégalités sociales et à la condition féminine, plus particulièrement sous l'angle des inégalités hommes-femmes. En France, la Révolution française a mis fin à l'ancien régime fondé sur l'inégalité avec les 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Depuis, les hommes naissent libres et égaux en droit, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, insérée dans le préambule de la Constitution française de la Ve République. Mais l'égalité n'a pas supprimé les différences liées aux origines, classe sociale, culture, au niveau de l'éducation, au sexe, à l'âge, à l'apparence physique ou aux pratiques religieuses. Depuis l'accès des femmes à la citoyenneté en 1944, elles n'ont de cesse de lutter contre les inégalités et les discriminations dont elles font l'objet dans tous les domaines du développement et à tous les niveaux. En Nouvelle-Calédonie, la colonisation fondée sur le racisme, opposition entre races supérieures et races inférieures, et l'inégalité, régime de l'indigénat de 1887 à 1946, a occasionné un profond déséquilibre de la société kanak et enraciné des inégalités sociales dans tous les secteurs de la vie et du développement,
dont les conséquences affectent encore de nos jours la sérénité des rapports entre le peuple kanak et les autres victimes de l'histoire. La prise en compte de ces inégalités sociales par l'État français et les responsables politiques du pays a abouti avec les accords de Matignon-Oudinot et Nouméa à la reconnaissance de ce déséquilibre et la mise en place d'une véritable politique de rééquilibrage, prélude à la construction d'un destin commun partagé. De nos jours, en Nouvelle-Calédonie, les hommes naissent également libres et égaux en droit, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui y est applicable. Mais comme en France, les inégalités sociales, dont les inégalités hommes-femmes, persistent. Cependant, il convient de noter que la Nouvelle-Calédonie bénéficie des conséquences positives de la lutte menée en France contre les inégalités sociales en général et contre les inégalités hommes-femmes en particulier. En ce qui concerne les inégalités hommes-femmes dans la société kanak, il convient de relever que dans sa dimension traditionnelle, reposant sur une économie vivrière et organisée socialement sur la base des rôles, des fonctions et des devoirs, l'essentiel consiste à maintenir l'équilibre social. C'est l'autonomie des rôles et des fonctions des clans qui assure cet équilibre. C'est de manière collective, complémentaire et communautaire que ces rôles et devoirs sont assumés par les hommes et les femmes. Mais depuis l'accès des Kanaks à la citoyenneté en 1946 et leur entrée dans la modernité fondée sur une économie de marché, sur le pouvoir, les devoirs et les droits, la société kanak n'échappe pas aux inégalités sociales relatives à cette modernité et doit faire face à l'émergence de la revendication des droits par les femmes kanak. Et cette revendication des droits ne se limite pas à leur situation sociale dans la société moderne, mais également dans la société traditionnelle, tant au niveau des institutions coutumières qu'institutionnelles. Conseil des anciens, conseil de district, conseil d'air et sénat coutumier. Il est à noter que cette revendication des droits de la femme kanak engendre un véritable déchirement pour elle, en ce sens qu'elle doit à chaque instant faire l'effort de trouver un équilibre personnel entre ses différentes identités, coutumières, culturelles, professionnelles, cultuelles, familiales et sociales. Malgré cela, les femmes kanak ont fait le choix d'agir pour l'égalité de tous, qui est un levier de la paix sociale pour leur société et le pays. En ce sens, elles considèrent comme légitime d'avoir leur place au sein des institutions coutumières du pays. En Nouvelle-Calédonie, c'est en 1975 qu'a été créée la délégation aux droits des femmes, prolongée ensuite par les services aux droits des femmes des provinces issus des accords de Matignon-Oudinot. Dans le même temps, la société civile s'organise et envoie naître les conseils de femmes dans chaque province, ainsi que des associations de femmes pour la promotion de leurs droits. En 2004, le secteur de la condition féminine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est créé sous la présidence de Mme Marie-Noëlle Temreau et la vice-présidence de Mme Dewey Gorodé, et donne une dimension pays à travers sa politique publique aux questions concernant les femmes et le développement. La condition féminine en Nouvelle-Calédonie est également représentée au CESE, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et au Haut Commissariat de la République. La condition féminine est axée sur des priorités spécifiques selon les compétences de chaque institution. Bien que la situation des femmes se soit améliorée au cours de ces 20 dernières années, grâce au travail des institutions et de la société civile et aux lois nationales et du pays, dont la loi sur la parité, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, le harcèlement moral et sexuel, pour ne citer que celles-là, les inégalités sociales persistent et affectent les femmes selon leur appartenance ethnique, leur classe sociale, leur niveau d'études et selon les contextes géographiques. Il convient de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, la population féminine représente 49,57%, soit la moitié de la population dont la part au développement du pays ne peut pas être niée.
Si on prend le domaine du travail et de l'école, qui sont des leviers d'émancipation permettant une intégration sociale réussie, les lycéennes sont plus nombreuses à obtenir leur baccalauréat. Elles sont également plus diplômées que leurs homologues masculins. Cependant, les femmes représentent 55% des demandeurs d'emploi dans le pays. 59% de ces femmes, des demandeuses d'emploi de longue durée, souhaitent exercer dans des professions suivantes: services domestiques, secrétariat, nettoyage locaux, assistance auprès d'enfants, accueil et renseignement, mise en rayon libre-service, restauration, commerce, personnel de caisse et personnel polyvalent en restauration, ce qui les oriente toujours de nos jours vers des métiers très stéréotypés. Par ailleurs, les femmes sont certes plus nombreuses à occuper des emplois permanents, mais elles restent minoritaires sur les postes de direction. Seuls 20% de femmes occupent des postes de direction dans la fonction publique et 23% dans le secteur privé. Elles ne représentent que 17% dans les conseils d'administration des établissements publics, à la présidence de syndicats de salariés et des fédérations patronales. Une seule femme est présidente d'une chambre consulaire et il aura fallu attendre pour cela plus de 60 ans. De plus, des écarts de salaire entre hommes et femmes persistent selon les domaines professionnels et les niveaux de diplôme. Ils peuvent être très importants. Les femmes exerçant des postes à responsabilité gagnent en moyenne 25% de moins que leurs homologues masculins. En Nouvelle-Calédonie, le taux de chômage des femmes est de 15,6%, alors que celui des hommes est de 13,7%. Les inégalités hommes-femmes constatées dans le domaine de l'emploi se reflètent également dans d'autres domaines comme ceux de la formation, de la santé, du développement économique, de l'industrie, de l'aviation et des techniques de l'information et de la communication. Alors pour plus de renseignements sur ces inégalités, il est possible de consulter les données sur le site internet de l'IDCNC ou de l'ISEE. Alors pour comprendre toutes ces inégalités, il est maintenant vérifié que les inégalités sociales liées au sexe sont le résultat de stéréotypes sexistes inculqués dès l'enfance dans les familles, les milieux culturels et relayés par l'école, les institutions et la société civile et la société. Mais il existe d'autres obstacles d'ordre juridique, économique, culturel et politique identifiés par le rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, réalisé par la Nouvelle-Calédonie en 2013, et le rapport du Conseil économique social de l'environnement sur les femmes et la prise de décision de 2014, mais aussi selon des centaines de femmes ayant participé aux Journées internationales de la femme, à savoir l'inégal accès aux services d'information et à la connaissance et l'exercice des droits communs et coutumiers, le manque de formation à l'intention des femmes dans des secteurs considérés comme masculins, scientifiques, technologiques, techniques et industriels notamment, l'absence de prise en compte du genre et de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques, la prédominance du modèle masculin dans la vie politique et le manque de soutien aux femmes de la part des partis, la sous-représentation des femmes aux postes à responsabilité, l'absence de femmes dans les institutions coutumières et le manque de femmes assesseurs, l'absence de réponse aux questionnements des femmes kanaks quant à leurs droits sur le plan coutumier, la précarité qui touche davantage les femmes et les vulnérabilités qui en découlent, l'inégal accès aux ressources humaines, foncières, infrastructures, transports, etc. Les freins culturels à la participation économique des femmes en terres coutumières, la lourdeur des tâches domestiques, familiales et coutumières que les femmes doivent assumer seules au quotidien, le taux de violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes, très élevé, qui touche toutes les communautés du pays, le manque de lois de pays relatives aux réalités vécues par les femmes calédoniennes dans certains domaines du développement, comme dans la famille, le travail, la santé, la culture, et l'absence d'études d'impact sur la vie et la santé des femmes en rapport avec le développement du pays. Combattre les stéréotypes sexistes,
et lever ces obstacles contribuerait à diminuer, voire éradiquer les inégalités hommes-femmes qui touchent plus particulièrement, selon les chiffres, les femmes kanaks et océaniennes, les femmes vivant dans les zones rurales et dans la précarité, qui concerne aussi un certain nombre de femmes des autres ethnies. La situation de ces femmes s'explique par l'histoire, par l'accès tardif des Kanaks à l'enseignement secondaire, avec les premières femmes Kanaks bachelières, très peu nombreuses, au début des années 70, et par leur faible participation au développement économique du pays durant plusieurs décennies. Alors tous ces défis interpellent tous les acteurs, décideurs politiques, institutions, autorités coutumières et religieuses, sociétés civiles, partenaires du développement et organisations régionales de développement, et nécessitent un travail de concertation, d'innovation, de transversalité permanente et de mutualisation de moyens et de ressources à mettre en œuvre dans les politiques publiques, mais également dans le secteur privé et associatif, en accord avec les engagements de la Nouvelle-Calédonie pris au niveau régional et international en faveur de l'égalité homme-femme au titre de la plateforme d'action pour les femmes du Pacifique révisée, au titre du programme océanien pour l'égalité homme-femme et les droits fondamentaux des femmes et aux recommandations de la 13e conférence régionale des femmes du Pacifique qui s'est tenue en octobre au mois de Fidji, donc à laquelle nous avons participé avec des femmes de la société civile. Alors bien sûr, des actions ont été entreprises dans ce sens, et ces actions-là, elles doivent s'accentuer du point de vue de la sensibilisation, de l'information, de la communication, de la formation, de l'autonomisation des femmes, de leur responsabilisation, de la recherche et du développement de partenariats efficaces pour atteindre les objectifs d'égalité hommes-femmes. Par ailleurs, et ce qui est un élément essentiel, la prise en compte du genre et de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques doit être traitée, mais elle est insuffisamment traitée parce que du fait de sa nouveauté. Alors juste avant de terminer, pour illustrer ces actions, donc au niveau du secteur de la condition féminine, la condition féminine, elle est de compétence provinciale. Il y a des services aux droits des femmes dans les provinces et donc qui mènent des actions à leur niveau. Nous, on mène des actions au niveau pays, bien sûr en collaboration avec les services aux droits des femmes des provinces et avec la société civile. Donc, pour parler de ces 3 dernières années, par exemple, au titre des actions qu'il faut mener de manière transversale, comme je vous le disais, en concertation et et aussi de manière participative, on a maintenant des réseaux de femmes qui existent. Il y a à peu près 150 femmes qui ont été formées dans les divers domaines dont je vous ai donné, notamment droits des femmes, leadership, égalité hommes-femmes et prise de décision, et violence à l'égard des femmes et émancipation économique. Et ces femmes-là, ces 150 femmes-là, donc elles œuvrent bénévolement à nos côtés, aux côtés du secteur, justement pour mener des actions dans tout le pays. C'était l'année dernière à Canala, donc nous nous sommes réunis avec le Conseil des clans. Donc il y avait des représentants de conseils de clans, des autorités qui étaient là. C'était à Canala, ils étaient au nombre de 15. Et donc on a pu discuter avec eux donc de la question des droits des femmes, des problématiques des femmes dans la société kanak. Et dernièrement, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes, qui se situe du 25 novembre au 2 décembre, nous sommes allés à Poneriouin où nous avons fait une réunion. Il y avait là une centaine de personnes, donc des hommes et des femmes, les autorités coutumières, président du Conseil des anciens, des chefs de clan, président du Conseil d'air, qui étaient là. Et avec qui on a pu discuter des questions des violences à l'égard des femmes et des impacts sur les femmes, la famille et la société aussi. Nous avons aussi mis en place un programme de femmes leaders pour former 100 femmes leaders du pays. Donc nous en avons formé actuellement 50, la moitié.
Et ces programmes de femmes leaders sont menés avec le consul général d'Australie, que l'on remercie. Et ce sont des femmes qui sont formées pour travailler dans leur communauté sur les questions qui intéressent les domaines spécifiques aux femmes. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Et puis on a aussi fait des formations au genre et à l'égalité hommes-femmes pour la prise en compte de ces principes dans les politiques publiques avec les administrations de la province Nord, où là on a eu à peu près une 60aine de personnes, hommes et femmes, qui sont venus se former pour qu'ils puissent après prendre en compte cette question de l'égalité hommes-femmes dans leur programme d'action, dans toutes les directions de la province Nord. On l'a aussi fait à Nouméa, où une 30aine de personnes assistaient, et la province des îles demande aussi ce genre de formation que nous allons donner en début de l'année prochaine. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Et pour terminer, je dirais que tout cela passe aussi également par des changements de mentalité à effectuer tant chez les hommes que chez les femmes pour que cessent ces inégalités pour les générations futures. Il s'agit d'un combat de tous les jours. Ces défis et changements pour l'égalité entre les hommes et les femmes sont indispensables à la réussite de la politique de rééquilibrage prônée par les accords Matignon-Oudinot et doivent nécessairement s'inscrire dans le processus d'émancipation de l'accord de Nouméa, quelle que soit la sortie de l'accord, pour garantir le progrès, la justice sociale et la paix en Nouvelle-Calédonie pour tous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc rééquilibrer, c'est finalement changer les mentalités, et on pressent comme l'éducation est ici un levier essentiel. Et l'éducation, c'est pas simplement l'éducation de l'école, c'est aussi l'éducation telle qu'il peut se faire par tous les acteurs éducatifs, et au premier chef, bien sûr, les parents, mais aussi la famille élargie, et bien sûr le clan, la tribu. On voit bien comme l'aspect éducatif peut permettre de s'inscrire dans un avenir différent. En tout cas, nous devons aussi rester conscients de l'importance des femmes dans la lutte contre les inégalités. Elles le sont parce qu'elles sont souvent les premières victimes des inégalités. Elles sont aussi importantes parce que agir en faveur des femmes, c'est contribuer pour tous à la lutte contre les inégalités. Et nombre de rapports soulignent que lorsque l'on agit en faveur des femmes, on agit aussi bien souvent pour toute la société. Le droit peut certainement contribuer à éradiquer les inégalités. Il ne le fera pas sans un changement profond des mentalités. Il peut le faire en s'appuyant sur les femmes, et ici, sur les femmes kanaks, sur les femmes océaniennes, dont vous rappeliez tout à l'heure qu'elles étaient particulièrement touchées par les inégalités et par les violences. Alors bien évidemment, il peut le faire en s'appuyant sur les femmes, en combattant les discriminations fondées sur le sexe, et chaque jour, pour tous, en promouvant la dignité. Pour reprendre les termes qui ont été les vôtres, les femmes sont un levier de la paix sociale pour tous et pour le pays. Finalement, il reste aux femmes, et il reste aussi à permettre aux femmes de prendre toute leur place dans la coutume et dans la société, dans le pays. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Bien, chers collègues, chers amis, nous allons commencer cette deuxième matinée. La première journée a été très riche. Je suis certain que la seconde le sera tout autant. Je suis très flatté d'avoir été choisi comme modérateur. Les collègues de Clermont qui connaissent la force de mes convictions et de leur expression seraient surpris de ce nouveau rôle, qui est dû certainement à l'âge qui s'avance, et puis surtout à l'amitié de Florence Fabron et de Jean-Yves, ce couple mythique qui, après César et Cléopâtre, Bonnie and Clyde, je ne sais quoi, est en train de mettre sa marque vraiment sur tous les colloques. Moi, c'est au moins
la 7e ou 8e fois que j'ai le plaisir de venir en Nouvelle-Calédonie grâce à Jean-Yves et grâce à Florence. Florence a été ma thésarde et lors de sa soutenance de thèse, il y avait un jury prestigieux et très attentif dont faisait partie Jean-Yves, et 15 ans après, ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Je fais attention maintenant, quand il est dans un jury, je dis 15 ans après, il épouse, faites attention. Donc, nous allons aujourd'hui parler toujours des rééquilibrages contre les inégalités. Je vais donner la parole dans l'ordre... je vais mettre mes lunettes d'abord parce que sinon je ne verrai rien. Je vais parler de mon âge. J'ai été frappé hier par notamment un thème dont on aura l'occasion de reparler avec le discours de clôture, qui ne sera pas un rapport de synthèse, si j'ai bien compris, de François Garde. C'est le rôle de l'identité. Parce que en métropole, quand on parle d'identité nationale, eh bien c'est connoté, et c'est connoté plutôt à l'extrême droite. J'ai dans ma région, qui a pris de l'importance, comme toutes les régions, puisqu'il y en a moins, un président fraîchement élu, et surtout fraîchement élu d'un parti qui, lui, a diminué, à l'inverse de la région, qui est dit identitaire. Et quand on dit identitaire, ça n'est pas un compliment. Pourtant, on distribue des cartes d'identité. Pourtant, le Conseil constitutionnel parle de l'identité constitutionnelle de la France, c'est-à-dire ce qui n'est pas soluble, je pense, dans le droit de l'Union européenne. Mais voilà, comment peut-on conjuguer une identité très connotée politiquement à droite en métropole, et ici on parle de l'identité très, très naturellement, sans que ça fasse le moindre problème. Enfin, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Je voudrais donner la parole dans ce premier thème qui est le rôle de la recherche scientifique. Alors nous aurons tout d'abord Édouard Naouya, directeur de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui va nous présenter, je pense, quelques mots. Voilà. Oui, pour le reste quand même, mon rôle sera essentiellement de faire tenir les orateurs dans le temps qui leur est imparti. Je sais bien qu'ici on dit vous avez la montre mais nous avons le temps. Ici c'est moi qui ai la montre et donc vous n'aurez que le temps qui vous est imparti, c'est-à-dire en gros une vingtaine de minutes maximum par orateur. 25, allez, tout augmente. Et donc je vous donne la parole, monsieur le directeur, pour présenter l'IRD dans les locaux duquel je suis souvent allé pour différents colloques. Merci monsieur le président. Alors très rapidement, l'IRD c'est un établissement public scientifique et technique qui a cette caractéristique qui est sous double tutelle sur le ministère de l'Enseignement et des Affaires étrangères. L'IRD c'est une communauté de 7000 personnes avec 65 unités de recherche en co-tutelle. 2000 agents, et avec une particularité, c'est qu'il y a 34% des agents qui sont affectés en métropole. Alors vous avez ici la carte, vous avez les représentations de l'IRD dans le monde, et vous voyez en France, en Asie, en Amérique du Sud et en Outre-mer. Vous avez donc 2 sites, en Océanie, vous avez Nouméa et Papeete. IRD Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que l'IRD c'est l'un des plus vieux instituts en Nouvelle-Calédonie qui a commencé en 1946 sous la dénomination IFO, Institut français des Outre-mer, puis par des décrets successifs il deviendra l'OSTOM en 1964, puis en 1998 l'IRD Institut de recherche pour le développement. L'IRD de Nouméa c'est la plus grosse représentation de l'IRD dans l'Outre-mer et se situe donc au 2e niveau international. Pour la recherche, alors pour la recherche sur Nouméa, on est à peu près 200 agents avec 23 chercheurs, 67 ingénieurs. On a 14 équipes de recherche et une équipe qu'on appelle US, une unité de service en appui aux unités de recherche. Les UMS, qu'on appelle des unités mixtes de recherche.
Nous participons à la formation des gens, des jeunes, parce que nous accueillons par exemple 20 doctorants, un postdoc et des stagiaires de niveau Master 1 et Master 2. Nous participons aussi à des missions de terrain et des grandes expéditions. Par exemple, il y a l'expédition Kanako, mais aussi des expéditions dans la zone, par exemple à Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu, etc. Des missions océanographiques, on fait des missions dans toute la zone, Fidji, Polynésie française et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et enfin, on participe à la valorisation de la recherche à travers des publications et des colloques internationaux. L'IRD possède un certain nombre de collections scientifiques. Vous avez l'herbier qui est très connu, avec 85 000 espèces qui sont dans l'herbier de Nouméa. Une collection d'algues et de coraux avec 28 000 espèces, des invertébrés, 10 000 espèces, des insectes, et puis des roches et des minéraux. L'IRD en Nouvelle-Calédonie bénéficie des structures, vous avez 2000 mètres carrés de locaux, 1500 mètres carrés d'infrastructures, avec des logements et aussi des logements pour étudiants et des stagiaires en master. Nous avons également des plateformes, notamment par exemple il y a une plateforme de calcul qui est mutualisée, des équipements pour les missions de terrain, nous avons des parcs automobiles et des moyens navigants, 3 bateaux côtiers et un navire océanographique qui est la LIS, et enfin un service en appui aux plongées, qui est un service mutualisé dans le Cressica que je vous dirai 2 mots à la fin de cette présentation. L'IRD est équipé d'un certain nombre de plateformes et avec l'ensemble des acteurs de la recherche en Nouvelle-Calédonie, des plateformes analytiques. Donc vous avez par exemple la plateforme du vivant, la plateforme minérale, et puis une plateforme de chimie analytique. L'IRD, c'est 4 départements scientifiques avec 15 unités. Vous avez les 4 départements. Vous avez le département dynamique interne et surface et continent, avec les UMR qui se rattachent, le département écobio, le département océan, le département société, donc GRED et Espace Dev, donc Catherine en fait partie, et puis un département santé et société qui a interrompu ses activités, mais que j'espère bien le remettre. Les thèmes de recherche, donc c'est surtout des thèmes de recherche en rapport avec l'environnement, donc des recherches environnement et ressources, donc le rôle de l'océan, les aléas et les risques climatiques, la connaissance et la valorisation des ressources, que ce soit terrestres ou minérales, l'environnement et la société, donc les dynamiques socio-environnementales et les usages de la nature, les politiques de gouvernance des ressources et les droits et politiques et résilience des sociétés insulaires. Et enfin, environnement et santé, donc l'IRD participe aussi dans ses recherches dans le domaine de la santé. À l'IRD, nous accueillons un certain nombre de partenaires. Nous accueillons le CNRS, l'IFREMER, l'Institut agronomique calédonien, des gens de l'université. Puis nous avons des entreprises issues de la recherche, comme AEL, Bluecham, etc. Donc nous les accueillons. Et puis nous accueillons aussi le CNRT, qui est un centre national de recherche technologique sur notre campus. Et puis la Décale Technopole, qui est un pôle de soutien et à l'innovation. Nous avons des partenariats dans l'innovation et le transfert de technologie. Donc, je vous ai dit qu'on est membre du CNRT, on est dans les entreprises dérivées, et puis on fait partie de l'incubateur Technopole Adécal qui bientôt va changer de nom et surtout de statut. Voilà, donc on fait partie d'un réseau de recherche qu'on appelle un consortium qu'on appelle le CRESICA. C'est le consortium de recherche de l'enseignement supérieur et de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, vous avez un premier cercle avec les organismes de recherche. Donc ça, c'est les membres fondateurs. Et autour, donc, vous avez donc d'autres membres qui s'agrègent à ce CRESICA. Voilà, et je vous remercie. Voilà la présentation pour vous faire un peu un panorama de l'IRD. Et je passe la parole maintenant à Catherine. Donc, je vais commencer en me présentant. Donc, moi, je suis Catherine Sabino, je suis chercheuse à l'IRD en anthropologie.
Et donc je travaille ici en Calédonie, et donc je suis basée au centre IRD à Nouméa, et je parcours assez souvent la Calédonie pour différentes recherches. Merci beaucoup Florence. Et je travaille en particulier sur les questions relations homme-environnement, mais en réalité, en travaillant sur ces questions-là, on touche aussi à des inégalités sociales, aux questions aussi de décolonisation et aux questions de rééquilibrage. Donc c'est pas une présentation là de mon travail, mais c'est plutôt une... Je ne veux pas dire que c'est une rétrospective parce que ce serait beaucoup trop long et je pense qu'on n'aura pas le temps. Donc je vais plutôt faire quelques petits focus sur le rôle de la recherche scientifique sur ces questions-là. Donc en gros, j'ai pas préparé ce diaporama toute seule. J'ai contacté quelques collègues de l'IRD, mais aussi des autres instituts de recherche avec lesquels on travaille. Je vais effectivement faire une présentation qui vise plus à amener les apports des sciences humaines et sociales sur ces questions-là. 3 questions ont un peu guidé la présentation. D'abord, quel rôle joue la recherche scientifique dans l'étude des inégalités sociales, des rééquilibrages et de la décolonisation négociée? Donc on parle bien d'étudier cela pour pouvoir rendre compte de ce qui se transforme, de ce qui se fait. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ces recherches? Et comment ces recherches sont-elles mobilisées ensuite par les collectivités? Donc il y a 4 points donc, qui habitent les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Il s'agit d'abord, et ça c'est quelque chose qui dure depuis de nombreuses années, de former les Calédoniens à la recherche. Donc beaucoup d'entre nous mettent un point d'honneur à faire avancer cette formation-là, puisqu'ils sont les mieux placés pour appréhender aussi les transformations et être en lien avec les politiques publiques. Étudier les inégalités sociales, étudier les processus de rééquilibrage et donner quelques clés pour appréhender le rééquilibrage et donc donner quelques clés aux collectivités qui mettent en œuvre ce rééquilibrage. Donc j'ai choisi de faire le focus sur 2 moments. Un moment juste après les accords, on remonte un peu en arrière, l'équipe Orstom, donc anciennement le nom de l'IRD comme beaucoup d'entre vous le savent, et ses partenaires, il y aurait dû y avoir un S, pardon. Et avec une équipe de recherche. C'était un moment où les sciences humaines et sociales étaient nombreuses au niveau du centre de l'IRD. Aujourd'hui, on est moins nombreux, mais on y travaille. Aujourd'hui, nous sommes 2,5, on va dire, puisque les gens ne sont pas toujours là. C'est pour ça que je dis 2,5, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui compte pour la moitié. Mais il y a eu à cette époque-là une équipe avec une dizaine de personnes, géographes, anthropologues, économistes, qui ont travaillé ensemble dans un programme qui s'intitulait Analyse et synthèse régionale et qui visait à fournir des analyses s'inscrivant dans le cadre des rééquilibrages territoriaux prônés par les accords de Matignon, à former des étudiants calédoniens et éclairer les processus de développement et d'aménagement qui sont à promouvoir ou à renforcer dans l'optique du rééquilibrage. Donc ça a été un gros travail qui a duré donc de 5 ans et qui était à l'époque, au moment où il y avait de l'argent aussi au niveau de l'État, qui était principalement financé par l'État, qui a conduit entre autres j'ai amené quelques ouvrages là, s'il y en a qui sont intéressés, mais qui a conduit entre autres à l'édition de cet ouvrage, La Nouvelle-Calédonie à la croisée des chemins, et ainsi qu'un atlas interactif qui était un des premiers atlas qui permettait de construire ses propres cartes. Je n'ai pas d'image de cet atlas-là, mais donc la publication était en 1999, et il est notoire de remarquer qu'il y a un certain nombre de chercheurs, de jeunes chercheurs locaux qui ont été formés pendant le travail de cette équipe-là, donc Louis Mapou, Marilyn Vagineau, Charles Wachetine et Pierre Schiappo. 3 d'entre eux ont d'ailleurs écrit des chapitres dans cet ouvrage-là. Donc, vous connaissez probablement la plupart des noms qui sont cités ici. Donc,
c'est pas forcément des personnes qui sont allées au doctorat, mais pour autant qui sont maintenant des personnes très très actives dans la mise en place des politiques publiques et dans les choix qui sont faits aujourd'hui au niveau de la Calédonie. Donc je ne vais pas faire après une liste de toutes les personnes qui ont été formées au sein des institutions de recherche et en particulier à l'IRD dans le diaporama. Mais voilà, c'était 4, ça faisait partie de l'opération 400 cadres. Et c'est, à ma connaissance, les seuls 4 qui sont restés en Calédonie pendant cette opération 400 cadres pour leur accueil en tant qu'assistants de recherche et plusieurs ont conduit des DEA. Là, on fait un bond on commence un bond dans l'histoire parce que donc vous voyez une image du livre de Jean Fraisse de 95 qui a fait un travail on a appelé son livre s'appelle Économie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie, donc qui a étudié via l'économie, mais déjà avec beaucoup d'autres disciplines, les transformations qui s'étaient jouées dans les précédentes années et qui donnaient un petit peu quelques clés pour la suite. Et cette année, la présentation a été faite également ici par Séverine Boire et ses collègues il y a peu. Il y a eu un ouvrage, un gros travail de recherche qui s'est posé 3 questions principales que j'ai écrites ici. Le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie a-t-il fondamentalement changé depuis les accords de Matignon ? Sa trajectoire de développement a-t-elle été et est-elle soutenable ? Et quelles sont ses options stratégiques pour affronter la mondialisation dans le processus de décolonisation dans lequel le pays est engagé ? Donc ces 3 questions-là, vous y trouverez quelques réponses dans cet ouvrage qui est paru cette année. Comme les précédents ouvrages, la plupart du temps, c'est plusieurs institutions qui travaillent ensemble. Donc là, je parle de l'IRD et l'IAC. J'ai à chaque fois ajouté les partenaires. Il y a les universités, l'université locale, les universitaires de France, et avec un accent pour ces 2 ouvrages. Et nous, tous ceux qui m'ont appuyé pour construire ce diaporama, tenez à ce message-là, ce seront toujours des ouvrages et des recherches qui ont été menées en interdisciplinarité. Parce que le rééquilibrage, la question de la décolonisation, etc., sont vraiment des questions qui méritent l'interdisciplinarité. On ne peut pas l'aborder par un seul secteur. Un autre point sur le rôle de la recherche, c'est que les clés qui sont partagées et qui peuvent être utilisés par tout un chacun avec une facilité de lecture, le rôle des atlas. Donc là, ici, il y a le dernier atlas de la Nouvelle-Calédonie qui date de 2012, parce qu'il y en avait eu un second quelques années précédentes, et il a été édité par l'IRD et piloté par l'IRD, mais énormément de chercheurs de différentes institutions et d'acteurs des collectivités, entre autres ADRAF, les provinces, etc., ont participé aussi à cet ouvrage. Et il a été suivi 2 ans plus tard par un DVD des communes, un atlas numérique, qui permet d'avoir une analyse par commune. Ce qui est aussi intéressant quand on réfléchit aux questions d'inégalité et de rééquilibrage à l'échelle du territoire. Donc, énormément d'éléments essentiels et spatialisés, ce qui compte beaucoup quand on parle de rééquilibrage, parce qu'on parle au niveau d'un territoire aussi, pour appréhender ce rééquilibrage territorial de la Calédonie. Donc voilà, c'est les focus sur les ouvrages et les programmes. J'en ai vraiment fait 3. Un il y a un petit moment, un récemment, et puis la question des atlas. C'est pas du tout exhaustif, c'était pour donner un petit peu un peu de grain à moudre à la discussion aussi. Il y a quelques éléments de réflexion qu'on a listés ici. Qui paraissait essentiel. Alors je sais que malheureusement je n'ai pas pu assister à la journée d'hier, donc je sais par les titres ce qui a été présenté. Je sais aussi par les personnes présentes dans la salle ce qui pourra être discuté aujourd'hui un petit peu et puis ce qui va être présenté après. Les quelques éléments de réflexion sont pas non plus exhaustifs, mais il est évident que la recherche peut amener des éléments pour, on parle de décoloniser l'école, on parle d'appuyer à la question de l'apprentissage, de la formation, mais pas forcément d'une manière
en étant dans une enceinte scolaire. Il y a énormément de manières de faire. Donc les travaux qui sont menés, là, je sais qu'à l'université, entre autres, ils travaillent sur ces questions-là. Les réflexions sur le développement territorial aussi, qui sont menées par la recherche. Donc développement territorial, ça veut dire beaucoup de choses. Certes, il y a quelque chose qui parle de territoire, d'espace, mais il y a aussi d'identité. On parle de territoire identitaire, de territorialité identitaire. Tout ça, c'est des choses qui participent à comprendre ce qui se passe et qui participent à nourrir en fait la mise en œuvre et la réflexion sur le rééquilibrage. Et ça, ce sont bien souvent des chercheurs de différentes disciplines en Calédonie, ou qui viennent travailler en Calédonie, qui permettent de donner du grain à moudre en partenariat avec les collègues des institutions. Il y a aussi des éléments de réflexion qui sont un petit peu moins partagés souvent dans cette problématique-là, et qui me tiennent à cœur parce que je travaille beaucoup là-dessus, c'est la reconnaissance des savoirs locaux et des normes locales. Donc je sais que vous êtes nombreux à être juristes dans la salle. Et effectivement, on travaille également avec des juristes. Les normes locales sont toutes les normes et les pratiques faites sans qu'il y ait forcément quelque chose d'institutionnalisé qui est donc forcément d'un droit, d'une législation, mais qui pourtant peuvent informer ces normes qui deviennent juridiques. Et d'ailleurs, elles le font. Le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté a été pensé de cette manière-là. Et nous avons contribué, plusieurs d'entre nous, à amener des éléments décrivant les réalités locales, de comment les gens voyaient leur environnement et comment ils le géraient par leurs pratiques. Et c'est ça qui va être traduit en partie dans le droit désormais. Donc ça conduit à limiter les inégalités aussi, les inégalités sociales, parce que le droit, il devient co-construit. Et donc, cette reconnaissance des savoirs locaux et des normes locales, elle sert à nourrir les politiques de gestion, et là je vous ai parlé de cet exemple de gestion de l'environnement parce que je le connais très bien, mais aussi à nourrir les politiques de développement. On travaille également en ce moment sur des questions de gestion de la pêche dans le Nord. On l'a fait également dans le Sud. Ces éléments-là permettent de nourrir les codes de développement et les politiques de développement en général. Et il y a un travail aussi dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque le CRESICA a porté cette thématique, c'est la question de la gestion de l'eau, qui touche vraiment à la question du rééquilibrage et de la diminution des inégalités. On travaille en particulier sur la gouvernance de l'eau en terre coutumière et sur l'articulation des différentes institutions échelles de gestion de l'eau en Calédonie. Donc on a l'étape de description et puis ensuite l'étape qui va vraiment donner des clés opérationnelles pour nourrir les politiques. Et enfin un quatrième point, mais peut-être que d'autres auront envie d'ajouter à la liste, le temps étant limité, je n'irai pas plus loin, la reconnaissance de l'importance des pratiques non marchandes dans l'atténuation des inégalités. C'est quelque chose qui a déjà été décrit depuis une vingtaine d'années et qui a été renforcé par le livre que j'ai présenté tout à l'heure, qui est ici, la Nouvelle-Calédonie face à son destin. Il y a eu le travail sur l'agriculture en tribu qui a été mené par l'IAC et qui a mis en avant que les 50% des produits qui étaient produits agricoles et produits mangés, on va dire, agricoles, mais aussi vivriers du lagon, on va dire, provenaient d'une production qui ne rentrait pas dans les circuits marchands habituels et donc du coup qui n'était pas visible dans les statistiques, etc. Et donc de fait était peut-être pas déconsidéré, mais en tout cas inconnu. Et ça fait partie, ce travail de recherche qui a été mené met en avant ces éléments-là, et c'est quelque chose sur lequel ceux qui pensent le rééquilibrage peuvent aussi s'appuyer pour construire ces politiques. La diapo suivante, elle est un petit peu provocante. Elle est sur quelles sont les recherches potentielles pour demain, et c'est surtout comment se questionner et qu'est-ce qu'on questionne quand on questionne les rééquilibrages. J'ai intitulé cela « Se questionner sur les rééquilibrages souhaités ». On a
d'abord parler, ou en tout cas beaucoup parler, du rééquilibrage nord-sud. On parle aussi du rééquilibrage est-ouest. Il y a Gilles qui est dans la salle qui a fait aussi un travail en géographie sur les mobilités au sein de la Calédonie. Et c'est pas simplement le nord-sud qui ressort. Il y a bien d'autres éléments de mobilité qui ressortent entre la Grande Terre et les loyautés, est-ouest, nord-sud. Et aussi, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, Gilles, après, mais le fait de parler d'exode rural n'est pas toujours une réalité concrète, parce que les recherches ont montré qu'il s'agissait moins d'exode rural que de mobilité. Les gens se déplacent beaucoup entre la tribu et Nouméa, par exemple, ou entre tel village où on habite et Nouméa. Et donc, on n'est pas sur une question d'exode rural. Donc, il faut bien penser que si on remarque ça et qu'on constate ça, on ne va pas penser le rééquilibrage de la même manière. Si on se dit que tout le monde s'en va et est à Nouméa, on va essayer de penser des politiques publiques d'une certaine manière, alors que si on sait que c'est des mobilités qui sont en jeu, et de comment maintenir des mobilités qui permettent de poursuivre une vie, un mode de vie satisfaisant pour les habitants, eh bien, on change de conception. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à intégrer, de notre point de vue, dans les politiques. Donc voilà, après j'ai mis le rééquilibrage entre Kanak et non-Kanak, ce qui a été aussi une des entrées dans la question des opérations 400 cadres, mais il y a peut-être aussi d'autres rééquilibrages à penser sur le niveau social. Un petit peu aussi nouveau, le rééquilibrage sur terre-mer. On était beaucoup plus tourné vers la terre, on se tourne un petit peu plus vers la mer dans le développement économique aujourd'hui. J'ai pas parlé directement du développement minier pour le moment, mais ça fait partie évidemment des choses qui ont été mises en œuvre pour assurer un rééquilibrage fonctionnel, mais qui est aussi questionné aujourd'hui à des moments où économiquement c'est un petit peu moins assuré, on va dire. Et le rééquilibrage terre-mer, donc il y a au niveau du développement économique, mais aussi au niveau de la conception, parce que et la question de la décolonisation des manières de penser touche à ces éléments-là. On pense, selon les endroits, selon les sociétés, on va avoir la terre d'un côté, la mer de l'autre, et selon le... Ça fait 16 minutes. Selon les sociétés, on va avoir la terre d'un côté, la mer de l'autre, et selon d'autres sociétés, ça va être quelque chose qui est un continuum. Et donc, c'est un petit peu une image, mais réussir à se rendre compte de comment sont conçues les pensées des uns et des autres. Et en Calédonie, il y a des différentes manières de voir les choses, parce qu'on a différentes appartenances, parce qu'on a différents métiers, parce qu'on est de différentes générations, va exiger de rendre compte de ces différentes manières de concevoir les choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça amènera d'autres questionnements sur de quel rééquilibrage est-ce qu'on a envie de parler, et de quel rééquilibrage, en fait, c'est d'abord quel rééquilibrage nous on décrit en sciences sociales, et dans les sciences sociales je mets aussi le droit, hein. On est tous dans ces disciplines-là, même si le droit a un rôle particulier dans la traduction. Et quels sont les rééquilibrages qui sont donc ceux qu'on décrit, et puis ceux qu'on se souhaitait, ou ceux vers lesquels on a envie d'aller vers. Parfois c'est la recherche qui met en avant des éléments que les politiques publiques vont pouvoir reprendre afin de les traduire, et parfois c'est à la demande des collectivités qu'on va aller renseigner des éléments pour alimenter une volonté de rééquilibrage de tel ou tel type d'inégalité, on va dire. Et voilà, ce sera ma dernière diapo. Les recherches pour demain, bien entendu, il y a des recherches disciplinaires, parce que j'ai parlé de recherche interdisciplinaire, mais pour bien faire de l'interdisciplinarité, il faut bien faire de la disciplinarité, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, chaque discipline doit amener ces éléments et ensuite doit faire l'effort de croiser, ce qui n'est pas toujours évident.
c'est quelque chose que la recherche et les chercheurs travaillent toujours. Mais c'est vraiment de cette manière-là que ça peut aboutir. Il s'agira, dans ces recherches interdisciplinaires, donc de croisement des disciplines, d'étudier l'ensemble des secteurs et des acteurs et de leurs interactions, de mettre en œuvre un suivi des transformations sociétales. Bien souvent, on oublie de faire ce suivi. Et au final, le suivi, ça peut être une nouvelle étude qu'on va... Par exemple, là, il y a eu les 3 livres dont je vous ai parlé qui sont quelque part comme un suivi parce qu'on redécrit à un moment où on en est et qu'est-ce qui a fait que ça a changé. Mais il est important vraiment c'est pas institutionnaliser, mais de le formaliser, ce suivi, de se dire, OK, à chaque 10 ans, quelles sont les attentes qu'on a par rapport à la planification du rééquilibrage qu'on a mis en œuvre, dans ce contexte qui est toujours de décolonisation négociée, c'est les termes qu'on a l'habitude d'employer. Et enfin, de travailler en partenariat étroit avec les collectivités. Mener des recherches de son côté sans interaction, bien souvent ça n'aura pas d'impact, ou très tardivement, ou un impact un petit peu décalé. Et je parle surtout en mon nom, même si plusieurs de mes collègues sont d'accord. Je crois vraiment que c'est quand on construit les partenariats de recherche ensemble dès le démarrage et qu'on prend par exemple 4 mois pour construire cette demande de recherche ou cette proposition de recherche avec les collectivités, qu'on va réussir à amener les éléments les plus pertinents pour que les politiques publiques s'en saisissent, techniciens, élus, décideurs. Donc, pour terminer, cette petite phrase un peu provocatrice, qui est que le rééquilibrage ne doit pas être un objet de technocratie dans le sens premier du mot, qui fait prévaloir les considérations techniques ou économiques sur les facteurs humains. C'est le sens premier de ce mot, et effectivement, il ne faut jamais oublier ce facteur humain dans ces questions-là, parce qu'après, c'est les hommes qui sont là, c'est eux qui vivent ces transformations et qui sont l'avenir de la Calédonie, puisqu'on est sur ces questions-là. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été suffisamment clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Merci d'avoir respecté votre temps. J'ai fait passer le message par votre directeur, étant certain que vous lui iriez plus qu'à moi. C'est très important la recherche, et nous sommes ici un certain nombre d'universitaires. On nous appelle les enseignants-chercheurs. Parce qu'on ne se contente pas de faire de la pédagogie, de la transmission de connaissances, mais également de recherche, même si certains collègues s'en tiennent à la recherche d'une place de parking ou d'une année sabbatique, ils ne sont pas ici. Quand on parle de rééquilibrage, quand on parle d'inégalité sociale, c'est évidemment le rôle des politiques qui est tout à fait majeur, mais les politiques doivent s'appuyer, me semble-t-il, sur des éléments les plus objectifs possibles, et c'est le rôle que doit jouer ici la recherche, et en particulier l'IRD, cet institut si important que nous connaissons bien, mais que nous connaissons mieux encore après vous avoir écouté. Je vais maintenant donner la parole à Arnaud Paturet, chargé de recherche au CNRS et qui représente le Centre de théorie et d'analyse du droit de l'Université de Paris-Nanterre. Alors ça ne se voit pas à cet intitulé, mais c'est un Auvergnat. C'est un Auvergnat qui a réussi puisqu'il est monté à Paris. Et nous sommes ici une délégation assez importante, Florence, Samuel, Michael Goujon, moi-même. Vous savez que les Auvergnats, on a un autre nom, on nous appelle des Bougnats, ceux qui nous donnent finalement un petit point commun de rencontre avec la Nouvelle-Calédonie, en tout cas culinaire. Voilà. Donc je vais donner la parole à Arnaud, qui va nous donner le point de vue d'une autre instance très importante évidemment pour la recherche, cela va sans dire, mais encore mieux en le disant, le CNRS. Arnaud, tu as 20-25 minutes et je suis tout à côté de toi pour te faire respecter ce temps. Merci. Merci beaucoup. D'abord, un immense merci, je ne peux pas ne pas le faire en début de journée en plus, à Florence et à Jean-Yves pour leur accueil, pour tout l'amour qu'ils nous donnent finalement, et pour toute l'organisation et leur invitation. J'ai envie de dire que pour moi, c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie, je
commencer parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis qu'un historien du droit, modeste historien du droit, versé dans l'anthropologie, mais plutôt axé sur l'Antiquité romaine. Donc, vous voyez que je ne suis pas tout à fait sur la thématique. Mais je me dis que ce n'est pas plus mal parce que notre collègue a expliqué les choses de manière très pratique. Et je ne sais pas si je dois être rassurant ou pas. Moi, j'ai envie de dire que oui, il y a beaucoup de sujets, en tout cas, où moi, je me retrouve dans ma manière de penser la recherche et de construire la relation de la recherche à la société, en particulier dans le temps de crise, on peut dire finalement, que vit la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, je me suis lancé un petit peu, pas tout à fait comme elle, parce que moi c'était un petit peu plus théorique, si je puis dire, hein, parce que je n'avais pas les outils qu'elle a pour d'études de terrain, pour analyser, je dirais, cette relation entre recherche et société, finalement, dans une aventure intellectuelle qui tient autant de l'introspection, de l'épistémologie, voire de l'éthique. Alors, je suis parti au départ d'une question toute bête. Je me suis demandé quel rôle joue la recherche scientifique dans une société, finalement. Et je suis arrivé à une évidence en me disant que la recherche scientifique a façonné le monde moderne et contemporain, et quoi qu'on veuille, elle continuera à façonner le monde postmoderne. Par l'accroissement des connaissances qu'elle génère, elle a permis de très nombreux progrès sur à peu près tous les domaines, la santé, le développement, la technologie, la diversité culturelle, les droits, etc. Et du point de vue des sciences humaines qui sont les nôtres, et notre collègue a parfaitement raison d'introduire le droit là-dedans, parce que le droit, c'est une branche de l'histoire des mentalités, avec tout simplement une spécificité du discours, et rien de plus, eh bien, elles ont quand même permis, même si ce processus s'essouffle un peu, il faut bien le reconnaître, de promouvoir des sociétés équilibrées de rationalisation des rapports humains, au sein desquels, on va dire, le contrat social fonctionne à peu près bien. De cette relation avec la science a fini par découler un climat de confiance avec les décideurs et surtout les populations. Car je dirais que les populations et les décideurs ont besoin d'avoir confiance dans la manière dont la recherche est menée et surtout dans ses résultats. Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, pour le coup je suis obligé de sacrifier à une petite statistique de mon institution, à savoir le CNRF, institution qui bénéficie d'un indice assez lourd de confiance, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous donne quelques chiffres. 78% des personnes interrogées connaissent le sigle de l'institution. Parmi celles-ci, on constate un degré de confiance de 98%, et chose formidable, 92% des sondés jugent bonne la qualité de la recherche faite au CNRF. Alors pour autant, il est difficile de savoir sur quoi repose cet indice de confiance parce que les gens ont confiance dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Les chercheurs ne sont pas toujours très aguerris à la communication et pas très servis non plus par la médiation culturelle. Alors pour ma part, j'aurais tendance à y voir une sorte d'effet performatif qu'on voit en sémioception, c'est grossièrement l'effet de la blouse blanche ou du costume. Quand quelqu'un se présente devant vous avec un discours assez sûr et les attributs sémiotique du savoir, et bien ma foi, on le croit et on prend ça comme une vérité, un résultat incontestable et indépassable. Alors cette confiance, même si elle se fait sur des bases fragiles, a un sacré revers finalement. Et j'ai été frappé par la condamnation de scientifiques italiens à 6 ans de prison en 2012 pour homicide par imprudence par le tribunal de l'Aquila, une ville des Abruzzes. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, il y avait eu un séisme très meurtrier en 2009 dans cette zone, et le parquet avait accusé les scientifiques d'avoir donné des informations trop rassurantes, qualifiées plus tard par le tribunal d'inexactes, incomplètes et contradictoires. Et du coup, la population n'avait pas pu prendre les mesures nécessaires pour se protéger de manière adéquate. Alors, je laisse là le suspense, les scientifiques ont été après acquittés par la cour d'appel, mais ça a été un signal fort envoyé à la communauté scientifique, à toute la communauté scientifique, pas seulement les sismologues, finalement. Je veux dire par là que la confiance absolue, ou quasi absolue, donnée par la société à ses savants, a pour corollaire une obligation au moins morale de résultats certains de leur part. Ce qui se révèle au final une position difficile à tenir, car la recherche, vous savez tous, c'est une affaire de nuances, et même c'est 99% de nuances. C'est les détails, les précisions, les limites, les marges d'erreur, qui font qu'il est difficile de proposer un résultat certain. Et ici, la société, de manière assez folle, quelque part, promeut une vision de la science où les résultats seraient quelque part ampliables, capitalisables, et dont l'exception serait attaquable et les scientifiques rendus responsables. Donc on est très loin de l'idée qu'avait Irène Joliot-Curie de la science. Je vous la cite en substance. Ce qui caractérise la science et le travail de recherche, c'est précisément qu'il est complètement désintéressé.
Et ce qu'il y a de beau, c'est que de ce travail désintéressé, on peut sortir des choses qui seraient sensationnelles. Alors la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que la recherche, finalement, a vocation à assurer la cohésion sociale, à niveler les inégalités? Après bien des réflexions, je me suis dit que non. Par substance, non. Mais, bien évidemment, on ne peut pas exclure qu'elle puisse y contribuer. La cohésion sociale, elle découle très nettement d'approches et de définitions scientifiques, que l'on l'analyse comme une solidarité mécanique, on en a parlé hier, suivant laquelle les individus hétérogènes vont adhérer aux mêmes croyances, aux mêmes valeurs, ou encore comme une solidarité dite organique, laquelle serait promue, imposée par un nouvel ordre social ou dictée, je dirais, par l'extérieur, en l'occurrence, dans notre contexte à nous, par les affres de la mondialisation contemporaine. Alors, c'est pas quelque chose qui est neuf, c'est une distinction qui avait été promue par Durkheim en son temps. À l'heure actuelle, la cohésion sociale, c'est presque considéré comme une donnée déjà construite, vers laquelle on tend, composée qu'elle est par l'égalité, le lien social et l'unité, pour qualifier un état social dans lequel les écarts entre les individus et les groupes seraient réduits, ou du moins rendus acceptables. Alors à travers cette esquisse, on conçoit bien que le lien social ou la cohésion sociale, ou je dirais bientôt même le nivellement des inégalités, est un concept théorique, mais surtout un concept politique, car il implique des choix du point de vue des valeurs finales à retenir pour le forger, et surtout une définition de l'acceptabilité des écarts. Or, ce choix ne peut pas appartenir au chercheur, même s'il peut l'accompagner une fois fait, voire éclairer sa motivation, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il ne peut pas techniquement en prendre la responsabilité. Un chercheur, et là bêtement je me suis référé à ma fiche de poste finalement, il a pour rôle de théoriser le monde, de comprendre le monde qui l'entoure, voire le monde passé, mais il ne pourra jamais prédire l'avenir et faire, si vous voulez, des planifications politiques. Il est quelqu'un qui est dicté par la probité intellectuelle et par une grande constance d'objectivité. Un chercheur donc produit un résultat, il ne défend pas une opinion. Celui qui va défendre une opinion, c'est le militant politique qui va promouvoir un choix de société et qui deviendra un décideur s'il arrive, pour le coup, au règne du pouvoir. Et j'insiste bien sur le fait que toute décision politique, par définition, est clivante. Elle s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le choix des possibles. C'est une solution possible, mais pas la seule. Dans ce cadre, devenu politique maintenant, j'ai envie de dire que les résultats de la recherche à retenir, et là j'aurais tendance à rejoindre vraiment notre collègue sur ce point, seront forcément des résultats non clivants et non controversés. La controverse scientifique, elle est saine, parce qu'elle est constructive, je dirais, pour l'avancée de la science. Par contre, elle est extrêmement dangereuse lorsqu'elle s'immisce dans le monde politique. Tout simplement parce que le raisonnement politique est en soi un raisonnement clivant. Et qu'on ne peut pas faire ce double étage de clivage parce qu'on aboutirait à complètement déstabiliser la décision politique et à lui faire perdre, je dirais, sa possible efficacité. La communication d'une décision qui reposerait sur des données probantes issues de la recherche scientifique a beaucoup plus de chances de convaincre la population, d'être acceptée et appliquée par les autorités. Et ceci serait d'autant plus vrai à des moments où les crises sociétales sont fortes et qu'il y a une urgence à agir. Il n'est pas rare non plus que la recherche et ses acteurs, peut-être un peu grisés par le climat de confiance qui les lie à la population, puissent glisser également vers ce qu'on peut appeler le domaine du trop suggestif auprès des décideurs. Là encore, je pense qu'il faut faire preuve d'une absolue humilité et rester véritablement au service des décideurs. Notre collègue a employé un terme assez, pour moi encore plus fort, au service des hommes de leur pays, finalement. Cette humilité et cette ouverture, elle passe par ce que j'appellerais l'application du champ des possibles lors du conseil scientifique aux décideurs. Je veux dire par là qu'il s'agit non pas pour le chercheur de proposer à son interlocuteur le système le plus viable pour lui, mais de confirmer objectivement si son projet politique peut fonctionner ou s'il fonctionne dans les faits que le chercheur a pu examiner. Alors je prendrai un exemple très précis, tiré de mes quelques lectures sur la Nouvelle-Calédonie, et notamment de l'ouvrage d'Antoine Leca, ici présent, qui a été ma porte d'entrée sur le droit néo-calédonien, le droit civil coutumier. Et le juriste occidental sera étonné de voir que le droit coutumier ne distingue pas forcément le droit public du droit privé ou d'autres branches du droit. Et ceci donc pourrait choquer finalement bon nombre de juristes, mais ne constitue pas en soi un problème majeur, même si l'immensité des systèmes juridiques le font. J'ai envie de dire, et là je reviens un peu à mon domaine, le droit romain, malgré les apparences, et un texte que les
et moderne ont très mal lu un texte d'Ulpian, ne séparait pas le droit public du droit privé. En tout cas, pas de la manière dont on l'a compris. Il n'y avait pas de distinction vraie, ni aucune étanchéité entre les systèmes. À Rome, il n'y avait qu'un seul droit, le droit civil, et il ne serait venu à l'esprit d'aucun jurisconsulte de faire un traité de droit public. Ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire qu'un système juridique qui n'intégrerait pas cette distinction fondamentale serait certes marginal, mais en aucun cas non viable sur le principe. Donc, le rôle du chercheur serait non pas de conseiller aux opérateurs décideurs de s'inscrire dans une norme communément observable, mais de libérer, je dirais, l'initiative décisionnelle en indiquant si la chose est possible ou non. L'idée ici, ça serait de ne pas décrédibiliser les institutions. Si les choses ne marchent pas, ça peut être aussi pas qu'on a un système atypique, tout simplement qu'il faut opérer des ajustements dans la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental à démontrer. Je reviens maintenant à un point qui va faire écho à ce que notre collègue avait expliqué sur la question de la pluridisciplinarité et du suivi scientifique. Je dirais que nous, dans les disciplines des sciences humaines, on a quelque part un problème. Parce qu'on s'inscrit dans ce qu'on appelle, et là encore, je me réfère à l'éthique et à la nomenclature du CNRS, dans ce qu'on appelle les sciences fondamentales. Les sciences fondamentales, elles n'ont pas d'application, elles fonctionnent dans un système dans lequel le chercheur a rempli il a fait le job, lorsque la solution qu'il apporte s'inscrit dans la véracité de ce système et qu'elle se vérifie dans ce système. Or, le problème, c'est que nous nous inscrivons ici à la frontière entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées, au sens où tant la demande que la démarche du chercheur va devoir s'appliquer à une société. N'oublions pas que, là c'est un peu un paradoxe, mais les sciences humaines, on travaille sur de l'humain et pourtant on ne vérifie pas l'application de ce qu'on peut trouver sur notre matériel, finalement, si je puis dire. Donc, on voit bien ici la difficulté pour le chercheur qui s'attaquerait à ce domaine et qui penserait avoir fait sa part, je dirais le juriste qui va conseiller la rédaction d'une loi et qui se dira « c'est impeccable, j'ai fait mon boulot », mais qui n'aurait pas ou les compétences ou l'initiative pour vérifier si cette loi est suivie des faits et si elle trouve vraiment des prolongements par rapport au problème qu'elle était censée réguler. Et ça, quelque part, ce n'est pas un questionnement qui est celui du juriste. Ce qui veut dire que, comme l'a expliqué notre collègue, la cohésion sociale, le nivellement des inégalités, reposant sur des critères qui sont pour la plupart interdépendants, au sens donc où l'énoncé d'un principe ne va valoir que s'il est appliqué, et si on observe sa correcte application, eh bien il va falloir se débrouiller pour promouvoir une vraie interdisciplinarité. Je ne veux pas dire que les chercheurs ou les enseignants-chercheurs ne le font pas. Il y a un mouvement en ce sens. Mais elle se fait beaucoup sous l'angle de la restitution. Or, il faudrait véritablement travailler sur les concepts. Malgré cette pluridisciplinarité, si vous parlez de don à un juriste et à un anthropologue, c'est comme faire dialoguer un Allemand avec un Chinois. Donc l'idée, ça serait véritablement de travailler sur des définitions déjà conceptuelles et de vraiment travailler ensemble pour de vrai, c'est-à-dire de ne pas se lâcher d'une semaine, pour recréer finalement une discipline applicative qui serait en synergie au carrefour de différentes disciplines. Bon, je n'insiste pas là-dessus parce que j'ai l'impression que ça fait consensus et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'enfoncer le clou. J'en viens maintenant, là encore je rejoins un petit peu sur cette thématique-là, la délicate question de la cohésion sociale, du nivellement des inégalités dans le cadre de la décolonisation et le problème qui concerne le rôle et l'éthique des acteurs scientifiques dans ce que j'appellerais moi une double décolonisation de la recherche. Ici, on a un problème épistémologique sérieux, d'un travail sur des populations décolonisées qui voudraient retrouver leurs racines et dont l'identité, bon gré mal gré, s'est aussi construite malgré tout sur certains canons idéologiques de colonisateurs. Il en résulte que l'approche est compliquée car le système juridico-social en cause est pris dans un mouvement de va-et-vient, de superposition, d'aménagement, de lutte, de fusion entre l'identité originelle de la contrée et celle promue par le colonisateur. Donc il en découle des montages juridiques, des montages culturels, on peut même dire, hasardeux, qui vont miner la cohésion sociale. Et pour le coup, j'ai été pour ma part très ému hier par le témoignage d'Alex Moura, qui nous expliquait que les adolescents, à un moment de passage de l'adolescence, à une phase existentielle déjà compliquée, étaient pris en étau entre la coutume et une forme de solidarité organique qui est le reste, l'identité colonisatrice et aussi les mondialisations. Que faire dans cet étau idéologique et dans ce carcan psychologique? Donc c'est véritablement quelque chose qui est compliqué, qui est une problématique, je pense, qui est très difficile à saisir et à gérer.
Alors quand je parle de double décolonisation de la recherche, je la vois d'abord du point de vue du chercheur occidental qui doit donc du coup questionner ses méthodes, mais aussi et surtout, la collègue en a encore parlé, par contre de faire encore doublon, mais du point de vue des acteurs locaux qui doivent à terme nécessairement s'approprier les règles de la recherche. Concernant le premier point, il appartient donc aux chercheurs de dépasser les préjugés de son propre système, en l'occurrence les préjugés occidentaux, et c'est pas rien, c'est une vraie révolution, parce que là, c'est la donne est complètement refondée par rapport au rapport sujet-objet. Il était facile pour les anthropologues, jusqu'à, on va dire, les moments de l'indépendance, de travailler sur un objet qui était identifié comme tel. Le problème, c'est qu'à l'irruption indépendantiste, eh bien, on ne travaillait plus que sur la culture kanak, on ne devait plus travailler que sur la culture kanak. Il fallait aussi analyser la construction de cette culture kanak au regard des rapports colonisés-colonisateurs, finalement. Donc, l'objet devient sujet et le sujet devient objet, quelque part. On est sur une tension mentale et épistémologique qui n'est pas évidente à gérer. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Autre point qui me semble important dans cette décolonisation de la recherche, c'est l'histoire. C'est peut-être le côté historien qui parle. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie a été essentiellement écrite par le colonisateur blanc, et elle ne prend encore qu'avec lui. C'est une histoire de la décolonisation. Et moi, j'ai été frappé de voir dans les quelques livres que j'ai lus, la préhistoire de la Calédonie court, malgré les contestations, et légitimes, bien sûr, jusqu'en 1776, et la découverte de Cook, du territoire. Et c'est vrai que c'est complètement fou quand on compare avec l'Occident, où tout a été fait justement à ce moment-là, avant cette période-là, et où on n'a plus inventé grand-chose depuis, j'ai envie de dire. Donc, ça c'était quelque chose que je trouve fondamental. Pourquoi? Parce que les acteurs kanak doivent essentiellement, je veux dire de manière viscérale, se réapproprier leur histoire. Parce que l'histoire, c'est le premier vecteur, j'ai envie de dire, de cohésion sociale. D'une histoire commune, on fait émerger des valeurs. Des valeurs qui ne sont pas des choses données par l'extérieur, qui sont des choses qui, par l'histoire, deviennent viscérales, intuitives. On est au carrefour, je dirais, du mental et de l'intellectuel. C'est quelque chose qui rejoint, je dirais, l'idée philosophique. On ne saurait pas forcément mettre des mots dessus, mais c'est en nous, et donc c'est parfaitement naturel. Et j'insiste bien sur l'idée que la cohésion sociale, elle se fait bien évidemment au plan collectif, mais parce que l'individu est intimement persuadé, viscéralement, au plan personnel, de la pertinence de ses valeurs. Alors, j'en terminerai par là, Dominique, un timing, sur la question de cette formation des chercheurs. Je n'aurais pas grand-chose à dire en appui à ma collègue, si ce n'est que là, le rôle de la recherche, et là encore, je me réfère aux enjeux du CNRS et aux fiches de poste, c'est aussi et surtout de former à la recherche. Former à la recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire former des esprits à être autonomes et à mener leurs propres travaux, sous aucune tutelle, sans aucune tutelle. Donc l'idée ici, c'est de libérer l'esprit kanak, si je puis dire, et de les amener à être complètement autonomes dans leur travail. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui est facile. Votre institut apparemment fait des efforts magnifiques et je dirais récompensés en ce sens, mais il faut bien avoir conscience que la colonisation a fait d'énormes dégâts en termes d'éducation, en termes de système éducatif, et que du point de vue des populations autochtones, il y a un nivellement très important à opérer en ce sens. Et je conclurai en disant que l'inégalité sociale, je dirais, s'il y a quelque chose au sujet duquel tout le monde sera d'accord, le terreau des inégalités sociales, c'est avant tout l'éducation. Sous la Révolution française, il y a eu beaucoup de dissensions, mais je dirais que tous les acteurs, si divergents soient-ils, étaient à peu près d'accord sur ce plan-là. Le problème, c'était l'éducation, former le peuple à gérer cette nouvelle liberté. Et tout ça pour vous dire que je pense que s'il faut se concentrer sur un domaine actuellement en Nouvelle-Calédonie, pour niveler les inégalités, c'est absolument le système éducatif. La formation intellectuelle et bien évidemment, dans ce prolongement-là, la formation à la recherche. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Arnaud, merci pour le contenu de cet exposé et pour avoir respecté ton temps de parole. J'ai noté que si l'habit ne fait pas le moine, il peut faire le chercheur, en tout cas aux yeux de l'opinion. De ce point de vue-là, c'est un peu raté. Et j'ai constaté aussi que finalement, entre l'IRD et le CNRS, la démarche scientifique n'était pas tellement divergente.
vérité au-delà du Pacifique, vérité en deçà. Voilà. Et donc, je pense qu'on va passer maintenant à l'autre panel, qui devait commencer à 9h10 et qu'il est 9h25, mais nous avons commencé avec un quart d'heure de retard. Pour l'instant, on le tient. Je vais remercier nos amis et leur demander de bien vouloir regagner leur place. Et je vais... Voilà, oui.